J'ai voulu parler de la France. Je n'ai pas pu. Pourtant, un œil neuf verrait dans mon pays des choses remarquables. Cette topographie variée, par exemple. Une histoire riche et vivante. La passion au service du bon. Mais ces formules rapides me semblent trahir la réalité de mon expérience. On vit rarement au coin d'une carte postale. Alors, si l'essentiel est invisible pour les yeux, et si la France est hors de portée, il reste le cœur, il reste ma France. On s'y balade dans les rues de mon enfance, grises et vertes et bleues. On y lit mon amour de ses poètes, et de sa langue, plate à l'écoute, mais aiguisée, merveilleuse. On y passe un moment en TGV, avec un livre entrouvert qui capitule finalement, devant le spectacle au dehors. On s'en plaint parfois, car cette France est lente et vieille. On s'y plaît aussi, car cette France est lente et vieille. À bien y réfléchir, ma France n'est peut-être pas si personnelle. Elle est simplement mon pays, et tous les habitants du continent connaissent ce sentiment. Alors les amis, dans quelques jours nous les retrouverons, car notre grand tour touche à sa fin. Soyons fiers d'être arrivés, soyons heureux d'être ensemble. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour ce dernier épisode de retour. On y est, c'est la fin du chemin, il nous reste une nation, bien sûr, c'est l'équipe de France. Alors avant de parler de l'histoire des Bleus et de leur chance à l'Euro, un petit mot parce que vous avez peut-être vu passer ça ce matin, j'en ai parlé un peu sur Twitter. Malheureusement, je me suis réveillé avec un peu mauvaise nouvelle, strike sur ma vidéo Eurotour Croatie et deux autres, Belgique et Pays-Bas, qui ont été bloqués aussi pour des questions de copyright. En gros, certains clips que j'utilisais, extraits notamment de l'Euro 2021, ont posé problème, et donc avertissement pour droit d'auteur, ce qui fait que j'ai dû retirer tous les épisodes de retour. C'est dernier jour de retour, on boucle la série, et j'ai dû tous les retirer de la chaîne, donc provisoirement, ils sont en privé. Mais j'ai trouvé 2-3 solutions, donc vous voyez en gros, ils sont ici, je les ai mis en unlisted, donc pas visible sur les homepages YouTube, l'UEFA peut pas venir foncer dessus, mais ils sont encore visibles sur la playlist officielle Eurotour. Donc pour ceux qui auraient raté des épisodes, ou alors vous avez prévu, comme moi je vais faire exactement la même chose, me re-regarder l'épisode slovène avant le premier match de la Slovénie et trucs comme ça pour me remettre des trucs en tête, si vous les avez ratés, ils sont accessibles sur la playlist. Donc vous allez sur ma chaîne, vous allez sur l'onglet playlist et vous les trouverez là. Donc voilà, franchement un peu démoralisé parce que je sais que ça va totalement tuer les derniers épisodes. Angleterre, Allemagne, c'est des épisodes qui de toute manière sont même pas monétisés parce que j'utilise des musiques qui me privent de la monétisation. Mais si vous voyez des gens dans les commentaires qui demandent où sont les épisodes, comment ça se fait, n'hésitez pas à leur mettre un petit mot. Moi ça change pas grand chose à ma vie, de toute manière ça va pas ajouter beaucoup de vues. Mais en vrai j'ai envie que le plus de gens possible voient le truc. J'ai passé 2 mois assez intenses sur Eurotour, donc ça me ferait plaisir que le mot soit diffusé et que tout le monde sache où trouver ces épisodes. C'est un peu du trafic de vidéos de retour, là. On se les refile sous le manteau, dans les allées sombres, voilà. Vous les avez, elles sont là sur la playlist. Et j'en ai parlé aussi sur l'onglet communauté de YouTube. Si jamais vous voyez des trucs comme ça, genre d'un coup il y a 1000 vidéos qui disparaissent de la chaîne, comme c'est arrivé il y a 2-3 mois, hein, j'ai dû faire la même chose, n'hésitez pas à aller checker du côté soit de mon compte Twitter, j'en parle, soit de l'onglet communauté de YouTube, je mets aussi un petit message en général. Donc là ce matin j'ai expliqué le truc. Enfin, et après on passe promis à l'épisode, enfin si jamais il y a de gros problèmes comme ça, sachez qu'il y a toujours la version podcast. Pour l'instant on n'a pas inventé de strike copyright sur l'audio, donc la version podcast est toujours disponible. Là typiquement vous avez l'épisode anglais, et si jamais il devait y avoir un énorme problème pour ma chaîne, parce que je rappelle que la raison pour laquelle j'ai retiré de la circulation les épisodes de retour, c'est qu'au bout de 3 avertissements, 3 strikes, nous devrons mettre fin à votre chaîne. Elle fait un peu peur cette phrase, peut-être ma chaîne peut disparaître, être supprimée. Quoi qu'il en soit, il y aura toujours la version podcast, ça c'est sûr. Puis bien sûr, on va tout faire pour rester sur YouTube quand même, ça fait 7 ans qu'on est là. Donc bref, voilà.
Et passons à l'histoire de la France, sans images donc, forcément, on va pas prendre de risques, mais avec des faits. Comme vous savez, l'équipe de France, c'est 2 euros, bien sûr, en 84, en 2000, en 84, l'euro français qu'on porte chez nous, l'euro de Platoche, Platini, la victoire contre l'Espagne, et celui de 2000, j'en ai fait un petit truc il y a quelques années, juste avant l'euro 2021, on avait fait longue vidéo d'analyse de la finale de l'euro 2000, on l'avait regardé en entier, en live même, il me semble. Et ouais, bien sûr, c'est ce scénario épique, je sais pas, on n'a pas les images, mais juste cette ligne de texte, elle dit pas mal de choses, non? Whitton 90 plus 4, Trezeguet 103e avec le petit ballon doré, pas très loin de chez moi, à Rotterdam. Mais en plus, tout le tournoi est épique. En demi-finale, battre le Portugal en étant mené 1-0 à la mi-temps et en revenant Henry et Zidane un autre but en or sur penalty. Penalty un peu litigieux si je me souviens bien au bout de la prolongation, en quart contre l'Espagne 2-1. Avoir battu Espagne, Portugal, Italie, un match arbitré par l'immense Pierluigi Collina. Ça, c'était les années 2000, c'était 2000, notre deuxième sacre. Mais récemment, depuis le retour de l'équipe de France au premier plan, il y a eu 2 vrais crève-cœurs. 2016, bien sûr, la finale contre le Portugal à la maison, et 2020 aussi. Moi, 2021, je sais pas si je m'en suis toujours parfaitement remis. Franchement, je trouve qu'on avait une équipe extraordinaire, et ce match contre la Suisse, là, il me reste un peu encore en travers de la gorge. Donc, je crois que depuis quelques années, j'envisage 7 euros là qui va démarrer vendredi comme étant une possibilité de se venger, de réparer, pas l'injustice, j'ai rien à redire sur la performance des Suisses, mais la frustration énorme de sortir d'un euro où je trouvais que notre niveau plafond sur certaines séquences, avec Pogba, avec Karim, on était capable de moments très très forts. Mais peut-être moins de constance qu'à d'autres tournois. En tout cas, c'était pas pour nous. Cette année, la phase de qualif s'est plutôt bien passée, 7 victoires, 1 nul, 0 défaite. Un nul, c'est la dernière journée contre la Grèce. On a battu 2 fois les Pays-Bas, 4-0 chez nous, 2-1 à Amsterdam. Donc un des meilleurs parcours de qualif possibles et réalisés par les autres équipes. Donc pas mal pour l'équipe de France. Malheureusement, les 2 derniers rassemblements, en mars, avec cette défaite 2-0 contre l'Allemagne et une victoire, mais un peu acquise dans la douleur. On avait analysé ces 2 matchs, bien sûr, contre le Chili 3-2. C'était pas hyper rassurant, fin mars. Et là, il y a quelques jours, Luxembourg et Canada, bon, c'était pas brillant non plus. Donc, est-ce que l'équipe de France a quand même les armes pour le faire? On va commencer avec les certitudes, le 11 que j'imagine contre l'Autriche et les choses qui sont certaines. Bon, déjà, Mike Maignan dans les buts, très cool, franchement, qu'il soit revenu, hein. Ne serait-ce que physiquement, il y avait ce petit doute là au début du rassemblement. Ok, il est là, et Mike Maignan à son top niveau, franchement, on n'a pas à rougir, on a un des top 3, top 5 maximum, mais je dirais même top 3 sans trop de problèmes quand il est à son top niveau de l'Euro, les gardiens de l'Euro. Donc Maignan dans les buts, les latéraux, ça aussi ça me semble assez clair, Théo Hernandez à gauche, Jules Koundé à droite, très asymétrique, évidemment des rôles très différents, Koundé c'est plus en tant que 3e central sur les phases de possession, Théo Hernandez, sa capacité de projection, combinaison avec Kylian Mbappé au mondial, on l'a tellement vu, et les 2 sortent de saison tout à fait correctes sur le plan statistique, ils ont beaucoup joué, 85% des minutes jouées en Liga pour Koundé, Théo Hernandez c'est à peu près la même chose, mais je dois dire Koundé récemment m'a plutôt convaincu, il y avait un peu un doute, pour le coup j'ai trouvé lui sur les derniers matchs de prépa, c'était pas mal, évidemment on n'en attend pas du tout la même chose que Théo, mais pour apporter un petit peu plus de stabilité, d'équilibre, et j'aime bien, on l'a vu contre Davies, il va y avoir des clients sur cet Euro si on arrive sur les tours avancés, dans un couloir gauche là, comme ça, lui dans le couloir droit, à défendre dans le couloir gauche en face, il va y avoir des sacrés clients, donc je veux dire personnellement assez content avec Koundé. Voilà pour les certitudes, derrière, et au milieu pour l'instant il n'y en a pas encore. Sur la composition de l'entrejeu, on y revient tout à l'heure, la deuxième zone de certitude, c'est sans doute la ligne de 3 du secteur offensif, Mbappé, Griezmann, Dembélé, en fonction de comment on veut réfléchir au positionnement d'Antoine Griezmann, un peu plus 8 ou un peu plus 10, bon, évidemment il est entre les deux, mais ouais, assez clairement cette ligne Mbappé, Griezmann, Dembélé, on va pas parler exhaustivement des joueurs, on les connaît bien, mais je pense que sur la qualité de cette ligne, c'est facilement top 3 des meilleurs de l'Euro. Je dirais pas que c'est nécessairement au-dessus d'Angleterre ou Portugal, Angleterre qui a quand même Foden, Bellingham, Saka, Portugal qui a Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao. L'Allemagne, sur le papier, Wirtz, Musiala, Gundo, ok, vraiment intéressant. Après, dans les faits, on le voit, je suis pas certain que ça marche très très bien, surtout Gundo. J'ai des doutes sur son positionnement et ça rebat un petit peu les cartes pour tout le monde. Donc on verra comment il sera utilisé. Mais ouais, sur le papier, Mbappé, Griezmann, Dembélé, c'est top. On attend un énorme tournoi de Kylian Mbappé à l'image de sa Coupe du Monde, mieux que ce qu'on a vu à l'Euro, ce serait l'idéal. Antoine Griezmann, évidemment, c'est le joueur le plus important de l'équipe de France. Pas de brassard, mais le capitaine de fête,
vedette, le capitaine de cœur de cette équipe de France. Dembélé, il y a peut-être un petit peu plus question, surtout qu'il y a moins de possibilités de combinaison avec un latéral droit qui monte, donc c'est généralement notre flanc faible, celui qui est le moins utilisé. Notre jeu penche beaucoup à gauche en général. C'est pour ça qu'Antoine Griezmann a un rôle important à jouer, je pense, dans l'équilibrage, et c'est pour ça qu'on le retrouve aussi souvent, aussi parce qu'elle est gaucher, mais dans ce demi-espace droit, décroche un petit peu plus, voilà, dans cette zone, et il y a un triangle ici à créer qui est très très important, et on va parler du milieu de terrain qui sera en dessous, parce qu'Ousmane Dembélé, ouais, c'est sur cette ligne de 3, c'est un peu le maillon faible, même si super joueur quand il est à son top niveau. Si on peut avoir un très bon rendement d'Ousmane Dembélé, ça changerait beaucoup de choses pour nous. Là où on est pas mal, je trouve, c'est que Kingsley Coman est revenu. Franchement, ça m'a fait tellement plaisir de voir Coman revenir, être en forme pour pouvoir jouer, entrer quelques minutes là, fin de match contre le Canada, et avec un centre pour Kolo Muani qui aurait pu nous permettre de gagner le match. Il a l'air en jambes, il a l'air en forme, et il y a un monde où si demain t'alignes ça en tant que titulaire, ça me va totalement aussi. Mais en sortie de banc, on va parler des remplaçants après, je pense qu'il est le premier. Il est le premier à venir. Dembélé peut sortir à l'heure de jeu, où tu peux avoir une recomposition dans une certaine mesure, même il y a un monde où tu as vraiment besoin de rattraper un score, tu fais entrer Coman à la place de Koundé par exemple, mais Coman à la place de Dembélé, même dès le début d'un match, ça m'irait très très bien. Donc on a de la profondeur là. Et enfin en pointe, pour parler de la dernière certitude, bah, bien sûr ce sera Olivier Giroud, qui vit ses derniers instants en bleu, ok, c'est son dernier tournoi, on se prépare aux adieux avec Oli, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, qui va avoir 38 ans en septembre, donc okay, c'est la fin d'un cycle. Et il est toujours aussi utile, on l'a vu Coupe du Monde 2022, 4 buts quand même, et des buts cruciaux contre Australie, Pologne, Angleterre bien sûr. Vital, un rôle qu'aucun autre joueur n'a, je pense que la complicité avec Mbappé, avec Griezmann, ça peut être vraiment un point fort de notre organisation. Il sort d'une saison relativement pleine, il n'a pas joué autant de minutes que d'autres, à peu près 70%, mais quand même 15 buts, 8 passes en Serie A, je crois que c'est 17-9 au total, toutes compétitions confondues. Bon, il arrive pas trop mal. Et Giroud, Mbappé, Griezmann, Dembélé, ça fait un beau quatuor. Je pense juste en dessous du coup de celui qu'on a analysé hier, l'Angleterre, qui a Kane à la place de Giroud, et Foden, Bellingham, Saka, c'est au moins équivalent à notre ligne de 3. Mais c'est pas mal quand même, dans un 4-2-3-1 ou 4-3-3 un petit peu, voilà, qui bouge comme ça avec Griezmann en 10. Honnêtement, c'est intéressant. Ma petite déception, c'est peut-être Marcus Thuram, qui est en équipe de France depuis la Coupe du Monde. Il n'y a pas eu grand-chose qui a été montré, avec l'Inter extraordinaire dans cette attaque à 2, comme on en parle souvent. Mais que ce soit en seule pointe, et on a vu il y a quelques jours contre Luxembourg quand il était à gauche, et Mbappé dans l'axe, ça c'est pas extraordinaire non plus. Donc ouais, c'est dommage, on n'a pas une super substitution pour Giroud. Donc je pense qu'un monde où Giroud doit sortir à l'heure de jeu, 70e minute, parce que physiquement il reste plus grand chose dans le réservoir, je pense que s'il est un des premiers Français à sortir, il n'est pas forcément remplacé par Marcus Thuram, mais peut-être plus effectivement par Kingsley Coman. Et tu peux avoir Dembélé qui change de côté et Mbappé dans l'axe, un truc comme ça. Ça peut être aussi exactement la même chose avec Bradley Barcola. Donc Barcola qui rentre à la place de Giroud et qui prend l'aile gauche et Mbappé réaxé. Pas la position dans laquelle personnellement je préfère Kylian Mbappé, donc c'est pas le meilleur truc possible imaginable, mais ouais, c'est un petit peu là où on en est. Forcément, quand t'as un avant-centre de bientôt 38 ans, hein, qui peut pas répéter les efforts non plus, et il va y avoir des enchaînements de matchs forcément costauds si on va loin dans le tournoi, c'est un petit peu notre configuration offensive sur les entrants. Les deux chantiers à éclaircir, les deux choses dont je suis pas tout à fait certain avant le match contre l'Autriche, je sais pas exactement ce que Deschamps va faire, c'est déjà la défense centrale, où on en a vraiment 3 pour 2 postes. Benjamin Pavard me semble être celui qui est le plus loin dans la hiérarchie, celui qu'on a moins vu dans les matchs de prépa, celui que je ferais plus jouer dans une défense à 3 en tant que défenseur central droit. Mais comme ça va être une défense à 2, est-ce que c'est Upamecano Saliba? Est-ce que c'est Upamecano Konaté? Est-ce que c'est Saliba Konaté? On a vu toutes ces options testées récemment, et sur le papier, je pense que ce qui me plairait le plus, c'est Saliba et quelqu'un d'autre. Saliba Upamecano, Saliba Konaté, mais Upamecano Konaté sur les matchs où ça a été testé il y a quelques mois maintenant, quelques années, franchement c'était bon aussi. Les deux arrivent en pas très grande forme en club, ont pas fait de top saison, ont été un petit peu battus par Kwanza dans la hiérarchie récemment. À Liverpool, Upamecano, c'était un peu plus du d'ailleurs de Ligt, et Upamecano et Kim au Bayern ont rétrogradé d'un rang. Alors que William Saliba, il a fait cette saison historique à Arsenal avec toutes les minutes disputées possibles, imaginables en Première Ligue. Première fois que ça arrivait chez les Gunners, je crois all-time, en tout cas Air Première Ligue. 38 x 90. Donc Saliba, je le mettrais sur sa forme resplendissante, et même en bleu, là, récemment, sur les matchs qu'il a joué, je l'ai trouvé pas mal. Donc peut-être un Upamecano Saliba, je trouvais intéressant d'ailleurs que contre le Canada, c'était ça, mais dans l'autre sens, avec Saliba à gauche et Upamecano à droite. Ok.
Mais dans tous les cas, franchement, on n'est pas trop mal sur ces 3 options de défenseurs centraux. Il faut juste que ça marche ensemble. Et c'est le petit doute, c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas notre charnière, je trouve, claire et nette avant le début du tournoi. Si je dois absolument parier, peut-être que Didier repart sur la certitude Upamecano Konaté qu'on a depuis quelques temps. Mais je pense que c'est pas totalement tranché et ça pourrait changer au fur et à mesure du tournoi. Il reste le milieu de terrain donc. Et si on part du principe, et je trouve c'est bien de partir de ce principe que Griezmann est indiscutable. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais j'ai une petite frayeur sur s'il lui arrive un truc. Parce qu'on a clairement personne dans le profil d'Antoine Griezmann, même personne qui s'en approche, je trouve. Un joueur axial, créatif, qui tire les ficelles, mais qui est aussi bon dans le dernier tiers et qui peut jouer dans ce rôle un peu hybride 8-10. On a vraiment personne qui s'en rapproche. Donc il faut vraiment que lui reste en forme. Nos espoirs d'Euro dépendent énormément du capital physique intact préservé d'Antoine Griezmann. Mais qui est-ce qu'on associe au milieu de terrain? Il y a Aurélien Tchouaméni, N'Golo Kanté, Eduardo Camavinga, Adrien Rabiot, Warren Zaïre-Emery et Youssouf Fofana. Ça fait 6 gars pour en gros 2 positions. Et à ce stade, celui que je mets titulaire, pour sûr, c'est N'Golo Kanté. Un gars qui peut couvrir autant d'espace. Il n'y a personne qui se rapproche du rendement d'N'Golo Kanté. Donc il est arrivé, il est revenu, il est frais. Bah, bien sûr, il pourrait être utile en sortie de banc, il peut être utile dans plein de contextes, mais Kanté, comme milieu d'agression qui te permet de te positionner un petit peu plus haut sur le terrain, de faire la contre-pression et juste d'être absolument partout, boucher les trous d'une équipe qui est quand même assez offensive à partir du moment où tu as Griezmann, et assez haute en tout cas sur le terrain, à partir du moment où tu as Griezmann en tant que MO à 10 comme ça, Mbappé fait pas beaucoup d'efforts défensifs, il faut quelqu'un qui comble les trous, qui colmate les brèches. Kanté et Griezmann, ça pour moi c'est mon top 2 et il reste un poste. Si on part du principe que tout le monde est fit, frais, je pense que c'est Tchouaméni que je mets. J'aime bien Rabiot, mais l'idée c'est Kanté et Rabiot, pour moi c'est plus... Ils sont plus vers le 8 que le 6, parce que Kanté, c'est pas un gars qui est si bas. Il a été associé à Camavinga contre le Canada, Youssouf Fofana contre le Luxembourg, et c'était généralement eux qui étaient une ligne plus bas, ou au moins ils formaient le double pivot, mais Kanté, avec sa qualité défensive en avançant, c'est vraiment un joueur qui défend en avançant super bien, on peut couvrir bien sûr en transition défensive, mais c'est pas un gars que j'ai envie de voir en tant que pivot avec ballon. J'aime bien le voir se projeter aussi, il a la qualité technique pour se projeter, donc pour moi c'est vraiment... Kanté en 8. Donc, c'est pour ça qu'idéalement, je dirais plus Tchouaméni que Rabiot, si les deux sont fit. Après, s'il n'y a que Rabiot disponible, tu peux faire aussi ça, je pense que ça peut marcher aussi. Mais peut-être que dans ce cas-là, je préférerais même voir Camavinga, qui a connu un match un peu contrasté contre le Canada, avec, surtout j'en ai parlé dans la vidéo, des bonnes choses avec ballon. Ensuite, en seconde période, un peu moins, un peu plus de déchets. Mais là, je trouve qu'on est vraiment sur un truc 6-8-10 qui me convainc plutôt bien, surtout face à une équipe peut-être qui serait bloc bas, avec des différences à créer. Je trouve que Camavinga, il est capable de faire ça, avec ses renversements, sa capacité à orienter, en partant de petits espaces, d'endroits où il est contraint dans les petits périmètres. Je trouve qu'il réussit vite à aller chercher les grands. Camavinga, Kanté, Griezmann, ça me plaît plutôt. Mais on n'a même pas parlé de Youssouf Fofana, limite un des meilleurs Français pour moi depuis mars. Depuis le rassemblement de mars où il a été très bon, il était un des meilleurs, même là contre le Luxembourg je l'ai beaucoup aimé. Un petit peu moins de référence en équipe de France de grands tournois que d'autres par exemple, que Tchouaméni ou Rabiot, mais Fofana j'aime beaucoup aussi, et mine de rien, Zaïre-Emery donc est devenu un petit peu le 6e milieu, le dernier milieu dans la hiérarchie, je sais pas s'il aura beaucoup de temps de jeu. Encore moins avec la présence de Kanté, parce que s'ils ont des qualités différentes, ils sont plus des milieux de projection qui vont vers l'avant beaucoup, et aussi qui portent le ballon pour aller vers l'avant que d'autres par exemple, qu'un Tchouaméni ou qu'un Camavinga, Rabiot qui font plus avancer je trouve par la passe que par la portée. Donc je pense que Kanté, réduit encore l'arrivée de Kanté, réduit encore les chances de Zaïre-Emery d'avoir du temps de jeu significatif à l'Euro. Mais mine de rien, alors que sur le papier, les noms sont pas forcément ceux qui faisaient le plus rêver par rapport à d'autres entrejeux, et je dirais quand même pas qu'on a un des top 3 milieux de la compétition, je pense pas. Mais je le trouve meilleur que ce que je pensais il y a quelques temps. Et par exemple, je me souviens avant la Coupe du Monde 2022, quand on avait ce milieu, mais qu'on avait aussi Guendouzi, Verretou, on sentait vraiment à quel point l'absence de Pogba et de Kanté nous faisait mal, et waouh, d'un coup on avait beaucoup perdu en qualité là. Mine de rien, avec l'émergence de Youssouf Fofana en bleu, la dernière année et demie qui a été très bonne pour le développement de Camavinga, Tchouaméni, même Rabiot qui est revenu plutôt bien, notamment avec le mondial, et Kanté de retour, Zaïre-Emery aussi en backup, franchement je trouve notre milieu est bien meilleur qu'à la Coupe du Monde.
Il y a deux incertitudes donc qui demeurent avant le match contre l'Autriche, le milieu de terrain et aussi quelle sera la charnière qui sera alignée. Si on imagine qu'on part sur ce 11 pour le début de la compète, j'ai mis Kamavinga, ça pourrait être un autre, mais ça c'était le milieu par exemple contre le Canada. Si on se dit qu'on part là-dessus, nos entrants en sortie de banc, pour moi le premier que tu fais c'est Coman, en fonction bien sûr de la physionomie, mais si tu as besoin d'aller chercher un score, Coman, Bradley Barcola, avec comme on a dit tu peux switcher Mbappé comme ça, faire sortir Giroud qui serait sans doute le premier sortant et peut-être Dembélé le deuxième. Si tu as besoin d'un peu plus d'énergie au milieu de terrain, moi je ferais sans doute rentrer Fofana, il y a Rabiot, à voir si Tchouaméni est remis ou dans un match où tu as besoin de conserver un peu le score, protéger un petit peu davantage. Saliba, s'il y a besoin de faire un changement sur la charnière, n'importe lequel des trois peut entrer en cours de jeu aussi. Et Jonathan Klaus qui pourrait avoir un rôle intéressant si tu as besoin d'apporter un petit peu plus sur ce couloir droit, faire sortir Koundé pour avoir une option équilibrer un petit peu la charge offensive sur la largeur, avoir un côté droit où il y a plus de projection par exemple. Ouais, Coman aussi qui pourrait avoir cette fonction si vraiment tu passes en mode ultra offensif. Ouais, c'est assez simple, je trouve qu'on a beaucoup d'options et c'est assez logiquement qu'on a le deuxième effectif le plus valuable sur Transfermarkt. À ce stade, je pense que vous commencez à connaître un petit peu la donne. On est les deuxièmes favoris des bookmakers, très proches de l'Angleterre. 5 pour la victoire finale pour l'équipe de France. Le groupe, je le trouve relevé, ça j'en parle depuis un moment. Attention à l'Autriche. Je pense, vrai match piège pour lancer le tournoi. L'Autriche de Ralf Rangnick. Ça va pas être facile du tout. Et les Pays-Bas, en plus, qui sont pas mal là sur leur match de prépa, ok. Sur le papier, la Pologne est l'adversaire le plus abordable, mais eux aussi, ils ont fait de très bons matchs de prépa. La bonne nouvelle, c'est que, c'est horrible à dire, mais beaucoup d'absents. Donc là, on parle de Alaba forfait, mais ça, on le sait depuis un moment, comme Schlager aussi qui a pas été mis. Je dirais même surtout Schlager, parce que c'est un peu plus récent qui s'est fait les croisés pour l'Autriche. Mais côté Pologne, Swiderski, Lewandowski qui est blessé, ça date d'hier. Je sais pas s'il sera remis à temps pour l'Euro ou ce qui va se passer, mais aussi les Pays-Bas ont annoncé les forfaits de Frenkie et Koop Miners. Vous vous souvenez qu'on avait parlé de l'épisode néerlandais, on mettait pas forcément Koop Miners titulaire parce qu'on disait Koeman va plutôt mettre Wijnaldum, mais par contre Frenkie il était hyper important aux côtés de Tijani Reinders. Donc est-ce qu'il sera remplacé par Ferman, par Schouten? Tout de suite je trouve qu'il y a une claire baisse en qualité par rapport à Frenkie de Jong, même si il y avait ce vrai doute depuis le début, hein, on en parlait. J'ai vu aussi que Koeman a appelé du coup Ian Madsen pour remplacer Frenkie. Et j'entends des bruits de Zirkzee à la place de Koop Miners, mais ça c'est pas encore certain à l'heure où je m'enregistre. Par contre, Madsen à la place de Frenkie, alors c'est très bien, comme on disait, il aurait dû être dans la liste depuis le début. Les Pays-Bas ont vraiment besoin d'un latéral gauche de projection comme ça, mais c'est tellement différent par rapport à Frenkie que pour moi ça montre à quel point Koeman navigue à vue. Si vous avez raté l'épisode, il est encore disponible, je vous mettrai le lien en commentaire, en description de la vidéo pour cette playlist, donc vous pouvez aller la checker. Mais ouais, c'est deux blessures qui rendent les Pays-Bas nettement plus faibles à l'intérieur du jeu, au milieu. Donc ouais, plutôt de bonnes nouvelles pour nous dans ce groupe D. Nous on a eu la chance sur ce rassemblement de ne pas avoir d'absents, de blessures majeures. On arrive avec nos forces vives, ok, Tchouaméni, Rabiot, il y a un petit doute, mais a priori, pas de gros problèmes, on croise les doigts qu'il y ait un truc qui se passe dans les prochains jours. Et je trouve que notre parcours derrière, honnêtement, est assez abordable. Le vainqueur du groupe D, notre groupe, joue contre le deuxième du F. Le deuxième du F, c'est Portugal, Géorgie, Turquie, République tchèque. Si le Portugal fait le job et finit premier, Turquie, Géorgie, République tchèque en huitième de finale, ok, ça me va. Même si pas le match le plus évident, on a parlé de toutes ces équipes, parce qu'on a fini Eurotour, ouais, on peut enfin le dire. Mais bon, quand même, en huitième de finale, ça me va. Et même si on finit deuxième, s'il y a un monde où on finit deuxième de ce groupe D, on a de la chance, on touche pas un premier de groupe, c'est un autre deuxième, et c'est pour moi peut-être le meilleur deuxième, le deuxième du E, où tu as Belgique, Slovaquie, Roumanie, Ukraine. Attention à l'Ukraine, c'est une équipe que j'aime bien. Pour moi, c'est celle que je vois finir deuxième sur le papier. Mais encore une fois, en huitième de finale, ça me va totalement. À partir du quart, ça pourrait commencer à devenir un petit peu plus compliqué. Si effectivement on remporte ce groupe D, il y a des chances qu'en quart, ce soit le vainqueur du E. Donc peut-être la Belgique, peut-être un France-Belgique à Berlin en quart de finale, ce qui serait assez épique, pas mal. Si on fait deuxième du D et qu'on se qualifie toutefois pour les quarts de finale, il y a des chances que ce soit le vainqueur du F, donc Portugal. France-Portugal en quart. Ce serait un sacré match d'Euro. Mais ouais, je trouve dans l'ensemble notre parcours en direction du quart est vraiment pas mal. Et c'est la raison pour laquelle la cote quart de finaliste des bookmakers 1,20, on doit normalement, on croise les doigts, se donner rendez-vous en quart de finale et voir à partir de là. C'est pas pour rien que la France est le deuxième favori de l'Euro. Comme j'ai dit, l'effectif est vraiment bon. Je suis pas hyper objectif sur l'équipe de France, bien sûr, mais je pense que les derniers tournois, que ce soit la Coupe du Monde 2022, la Coupe du Monde d'avant, même le dernier Euro, où on sort en huitième, mais pour moi, il y a un monde où si tu sors pas en huitième, t'as la capacité d'aller au bout, je trouve, sur la qualité de l'effectif. Donc ouais, il y a une vraie frustration à réparer.
Après, c'est le foot international, 2 grands tournois. Je vous fais mon prono demain ou après-demain. Ma vidéo totale prono complet pour l'Euro, qui va gagner l'Euro. Donc je vais pas me prononcer tout de suite sur l'équipe de France, est-ce qu'elle va gagner oui ou non. Mais bon, elle est bien positionnée, c'est sûr. Et c'est la pression que Deschamps et ce groupe est prêt à accepter, je pense. Ça va être pas mal. Je suis j'ai vachement hâte. Et les amis, je dois dire, je suis heureux, soulagé, fier d'avoir fini Eurotour. C'est la fin. On y est arrivé depuis longtemps, là, je pense, quand j'ai commencé. C'était début avril. On se lançait dans ce truc, une vidéo par jour, jusqu'à la fin de l'Euro. Et ces premiers épisodes, là, Géorgie, Ukraine, Roumanie, Albanie, etc. Il y avait tellement l'immensité du travail en face de moi qui était pas paralysant, ça pouvait pas être paralysant, mais c'était quand même un peu stressant mentalement, donc il fallait juste pas y penser et enchaîner. Il y a eu beaucoup de très très longues journées et de nuits courtes, mais c'est la fin de Retour, et ça fait tellement kiffer. Donc, les amis, 2 vidéos qui arrivent avant le début de l'Euro, mes joueurs à suivre, les 24 joueurs à suivre de l'Euro 2024, un par nation, ça c'est demain, et après-demain, mes pronos complets, on va faire tout le tableau, qui remporte l'Euro, et essayer de faire le 5 à la suite. Peut-être que certains savent de quoi je parle, mais je le rappellerai quand même, bien sûr, dans la vidéo de jeudi. Et vendredi, c'est le début, vendredi on y sera. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous les amis, et à demain. Bisous.